Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et pour commencer, Damien, de quoi vas-tu nous parler ce matin? Alors, je vais vous parler d'une de mes aventures qui m'est arrivée récemment et pas plus tard qu'hier, d'abord. Mais comme d'habitude, le réel nourrit toujours ma réflexion et me permet d'inviter des auteurs improbables qui, à ma grande surprise aujourd'hui, sont tous des contemporains, ne se sont probablement jamais rencontrés, mais peuvent nous apprendre pas mal de choses sur le contact avec les réalités. Donc, bonjour à tous. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous convie et je nous convie à une rencontre au sommet avec des auteurs improbables dans la mesure où ils ne se sont probablement jamais rencontrés. Donc, tout d'abord, un roi de l'estampe japonais qui s'appelle Katsushika Okusai. Ensuite, Edgar Allan Poe, qui est un nouvelliste américain. Karl Clausewitz, qui est un stratège prusse. Hippolyte Bernheim, qui est un psychologue français. Lewis Carroll, qui a écrit deux livres très connus. On en connaît un, mais le deuxième est moins connu, mais il est au moins intéressant. Et puis vous verrez, il y a un passager clandestin. De temps en temps, j'aime bien les choses improbables, et là, elles sont carrément improbables. La première idée qui m'est venue en pensant à cet événement dont je vais vous parler un peu plus tard, c'est je pensais à cette image de la vague japonaise. Dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe dans la vôtre, je ne me rappelle que de la vague. Mais en fait, quand je regarde la description de ce tableau, elle fait d'abord partie d'une série de 36 estampes qui sont des vues du mont Fuji. Donc il y en a 36 différentes. Et puis surtout, il y a 3 bateaux dans la mer. Je ne les avais jamais vus. Jamais, absolument jamais vus. Et donc là, je me suis dit, c'est intéressant quand même, entre ce que je vois, ce dont je me rappelle et la réalité, il y a des écarts. Et qu'est-ce que cela m'invite à penser? Où est-ce qu'il faut que j'aille chercher pour avancer dans ma réflexion? Là, j'ai immédiatement pensé à ce qui s'appelle des hallucinations négatives. Alors ça, c'est un thème qui a été découvert par Hippolyte Bernheim, qui est un docteur, un neurologue français. Euh, En fait, les hallucinations négatives, c'est un phénomène qui se produit, un phénomène psychologique, lorsque le cerveau nous empêche de voir des choses qui sont pourtant devant nos yeux. Euh, donc le cerveau est très intelligent, il nous manipule et donc quelque part il altère notre rapport à la réalité. Un exemple bien connu, c'est la lettre volée d'Edgar Allan Poe. Donc je vais vous lire le passage qui explique le subterfuge. Ainsi D, donc, qui est le coupable, en sachant qu'on allait chercher la lettre dans tous les coins de sa maison, a eu l'ingénieuse idée de dissimuler sa lettre en la mettant en évidence sur son bureau. Il s'est chargé de la froisser, de la maquiller d'un autre sceau et d'en déchirer au moins une autre partie afin de faire passer pour une lettre sans valeur. Ce qui est intéressant, et ce qui commence à être mon fil conducteur dans cette chronique, c'est quelles sont les histoires que mon cerveau se raconte pour mieux m'accommoder de la réalité, et puis surtout comment aller les questionner. Parce que c'est là que ça devient intéressant, mais c'est aussi là qu'il y a potentiellement un danger si la réalité que je pense telle qu'elle existe n'existe pas vraiment. J'en reviens à mon anecdote. J'étais hier en rendez-vous à Tashkent. Donc Tashkent, c'est la capitale de l'Ouzbékistan, qui est très proche de la frontière du Kazakhstan. Et je dois rejoindre Shimket au Kazakhstan, qui est à peu près 2 heures de route, pour prendre mon avion. Et là, je me dis tranquille, pépère, pas de souci. Tu connais la frontière, tu l'as déjà passé 3 fois. Tu sais comment réserver un taxi en russe avec Yandex, tout va bien se passer. Je fais ma réservation de taxi, je monte dans mon taxi, j'arrive à la frontière et là, bizarre, la frontière que j'avais en tête ne correspond pas du tout à la frontière que je vois en face de mes yeux. Je sors du taxi, je me rapproche de la frontière, là il y a 2 soldats qui m'arrêtent et qui me disent niet, 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 pas possible, la frontière est fermée. Donc là, il y a eu un petit moment, pas de panique, mais de me dire, OK, comment je fais? C'est là où mon passager clandestin intervient. Je sais pas, vous connaissez tous Raymond DeVos, et il a ce sketch fabuleux où il dit, j'avais 3 jours devant moi, je te dis, tiens, je vais aller voir la mer.
je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, je lui dis où est la mer. Et là, il me dit la mer est démontée. Bon, ben moi, il m'est arrivé la même chose. J'arrive à la frontière pour passer la frontière. Pour moi, une frontière est ouverte, mais là, dans ce cas-là, elle était fermée. Je vais quand même en rajouter un petit peu sur la frontière. Euh, les frontières dans ces pays-là sont vraiment des moments épiques, c'est-à-dire que on passe la frontière à pied, en voiture c'est très compliqué, et là moi je me retrouve dans une foule bigarrée qui hurle, qui pousse, les babouchkas me poussent dans tous les sens, me passent devant, les mères de famille avec leurs 4 enfants affamés me passent devant aussi, je peux rien dire, je parle pas russe, et je suis dans un endroit assez dangereux parce que finalement on peut m'être refusé. Mon dernier passage, en fait, j'ai été refusé, j'ai dû passer en arrière, refaire relire mon passeport pour pouvoir passer. Donc c'est un moment assez stressant. Donc là, j'essaie de résoudre la question, comment je vais faire pour avancer. Il y a un ouvrier qui travaillait sur la rénovation de la frontière qui me dit, je peux vous amener à un endroit où il y a plus de taxis. Je monte dans un taxi, j'arrive à la frontière, tout se passe bien. Euh, c'est une histoire assez classique que vous avez déjà dû entendre dans certaines des histoires Melsion. C'est l'histoire du lampadaire en pleine nuit, de la montre d'or de 2 hommes et des clés perdues. Je vous la raconte et je vous la fais courte. Euh, Très belle montre en or, sous un lampadaire dans un parc sombre. Un homme arrive, bon, il cherche quelque chose. Et donc, un deuxième homme arrive et lui dit, mais vous cherchez quoi? Bah, il lui dit, mais je cherche mes clés. Pourquoi vous les cherchez là? Il y a une belle montre en or, ça suffit. Et le mec lui répond, bah, c'est parce qu'il y a la lumière. Je pense que très souvent, je fais ça dans ma vie concrète, professionnelle, personnelle. Et donc, c'est une invitation à, d'une part, entre les clés et la montre en or, quels sont mes choix, mais surtout, où est-ce que je cherche ce que j'ai envie de trouver. Euh, Évidemment, je fais là une autre pirouette. Vous connaissez tous Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Il y a un deuxième livre qui est plus connu dans les faits, mais moins connu en fait par son titre, qui est De l'autre côté du miroir. Et l'un des thèmes clés de l'autre côté du miroir, c'est celui de l'utilisation des contraires. Le monde derrière le miroir est exactement l'opposé du monde qu'il y avait dans le premier livre. Et c'est comme une suggestion, une invitation à mûrir, à grandir, à avoir une approche de la réalité qui est paradoxale, qui est l'opposé de ce qu'on pensait être. Je ne l'ai pas nommé, je pense qu'il n'est pas tout à fait contemporain aux 5 auteurs que j'ai précédemment cités. C'est un sociologue, Paul Václavic, fondateur de l'école de Palo Alto, autrichien, qui parle d'intervention paradoxale. L'intervention paradoxale dans le domaine social, c'est par exemple des familles veulent se faire traiter, mais elles en ont besoin, mais quelque part, elles refusent toujours. Et au lieu d'aller contre le point de résistance, il faut aller dans leur sens pour trouver des solutions. Et je pense que souvent, dans ma propre vie, dans notre propre vie, tant personnelle que professionnelle, il y a toujours un espace de créativité à aller explorer les contraires, les opposés, les différents, les paradoxaux pour trouver des solutions inédites. Donc pourquoi je vous parle de tout cela? Comme je l'ai souligné en introduction, je pense que nous avons un rapport très ambigu avec ce que nous croyons et nous nommons la réalité. En fait, c'est notre cerveau qui nous dicte ce qu'est la réalité pour nous aider à mieux la gérer, mais rien ne nous dit en fait ce que le cerveau veut nous dire. Nous ne le contrôlons pas vraiment, ou en tout cas, si nous ne nous exerçons pas à le contrôler, c'est le cerveau qui guide toute notre perception à la réalité. Là, je fais entrer un autre invité dans notre discussion, c'est Clausewitz. Donc Clausewitz, c'est un Prussien qui est un admirateur de Napoléon et qui a écrit sur la guerre. Il y a un livre qui s'appelle De la guerre. Et il dit, la guerre est le domaine de l'incertitude. Les 3 quarts des facteurs sur lesquels repose l'action sont enveloppés dans un brouillard plus ou moins dense d'incertitude. Donc rien n'est sûr. Et j'ai fouillé un peu le sujet. Ce qui est intéressant, on parle souvent du brouillard, j'en parle souvent, mais en fait, la définition du brouillard, c'est le manque d'informations claires pour le commandant. Ce qui est intéressant, c'est que Clausewitz n'en parle que 3 fois dans son livre, et c'est un concept qui reste assez flou dans son ouvrage. En revanche, et il associe souvent au brouillard, il parle de friction. Et la friction, c'est ce qui fait référence aux obstacles physiques à l'action militaire. Et là, il parle du concept de friction 13 fois. Et le concept de friction correspond exactement à ce qu'on vient d'identifier avec la vague, la frontière,
la mer démontée, à savoir que la friction est le concept qui permet de bien définir l'écart entre la guerre réelle et celle qu'on a planifiée dans un bureau, dans des bureaux militaires ou sur le camp. La guerre est toujours différente de ce qu'on a planifié. Ma conclusion, c'est à quoi ça nous sert tout ça, à nous les entrepreneurs. Le premier point que je souligne, c'est ce que je perçois n'est que rarement ce qui est. Donc il y a toujours une saine incertitude, une saine angoisse, une saine paranoïa. Je crois que c'est le patron d'Intel, il y a une vingtaine d'années, qui a écrit un livre qui s'appelait Seuls les paranoïas survivent. Donc, quand on voit le sort d'Intel aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'était pas assez paranoïaque, mais néanmoins, c'est une saine attitude de se dire questionner le réel et questionner mes perceptions. Le deuxième point, qui est un deuxième facteur de risque, mais aussi de découverte, c'est il y a toujours et presque toujours un écart entre ce que je planifie et ce qui va réellement se passer. Donc par rapport à ça, il y a deux invitations, deux pistes. La première, c'est aller toujours à la découverte du réel en challengeant ce que je crois savoir. Je vais vers une frontière que je crois connaître et j'arrive, elle n'est pas celle que je connaissais. Je fais quoi? Comment je fais? Je pense que la réponse à ça, celle que moi j'essaye de cultiver, c'est accepter la connaissance, c'est-à-dire accepter de naître, d'être transformé avec la réalité que je vais découvrir et qui n'est pas celle que je croyais être. Donc je suis toujours en perpétuel, on va dire, éveil et en perpétuelle, on va dire, émulation avec le réel, surtout quand je voyage, surtout quand je suis à l'étranger, surtout que je suis dans une culture que je ne connais pas ou une langue que je ne maîtrise pas. Le deuxième point, c'est il y a presque toujours un écart entre ce que je planifie et ce qui va se passer. Et là encore, c'est une attitude de culture et d'acceptation, de détachement et de la liberté. Pourquoi le détachement? Ce qui se passe dans le réel n'a pas forcément d'influence sur moi si j'ai cultivé cette attitude-là. Je sais où je veux aller prendre mon avion à l'aéroport à 10h30 au Kazakhstan. Ok, j'ai un petit accident sur le parcours, c'est pas grave, je vais trouver une solution, quand bien même je ne parle pas russe, il n'y a pas de taxi sur place, il va toujours y avoir une bonne solution. Et le deuxième point, c'est la liberté. C'est ne pas être victime de la réalité, celle que je me crée pour moi, première étape d'émancipation, mais aussi la réalité telle qu'elle est dans la vraie réalité. C'est-à-dire que j'ai ma liberté de choisir, j'ai ma liberté de conscience, comment j'accepte la réalité et son impact qu'elle a sur moi pour pouvoir aller plus loin par rapport à mes objectifs. En clair, et pour un petit peu résumer tout ça, je plaide en faveur d'une pédagogie de l'improbable. Donc je me souhaite, je vous souhaite, je nous souhaite beaucoup de vagues, beaucoup de lettres volées, beaucoup de mers démontées, de frontières fermées, de brouillard dans la bataille, de friction dans la mise en œuvre, et surtout de traversées de miroirs. Je vous remercie beaucoup. Et puis pour répondre à la question sur les photos, là voilà, voilà la dune qui chante dans une tempête de vent le week-end dernier dans le plus grand parc naturel du Kazakhstan. Un grand merci. Merci beaucoup, Damien, pour cette anecdote qui nous aurait pétrifié, il faut bien le reconnaître, mais dont tu commences maintenant à avoir finalement un peu plus que nous l'habitude de franchir ces frontières improbables, ou en tout cas très différentes de nos frontières. Et en même temps, merci de nous avoir convoqués comme ça, tellement d'esprit pour éclaircir le débat. Je ne sais pas s'il y a dans l'assistance des questions, j'en prépare une pour, euh, pour toi, mais je passe la parole à Pascal. Oui, Pascal. Voilà, donc, on voit le lien avec l'effectuation. Euh, on voit le lien aussi avec les noyaux accumbens et l'autre noyau et le noyau du cerveau qui provoque l'inquiétude et la peur et la défense. Donc, effectivement, c'est une leçon intéressante. J'ai apprécié le terme connaissance. Et effectivement, cette naissance à partir, cette renaissance à partir des événements qui arrivent dans l'instant, effectivement, me semble, c'est un rappel fondamental. Merci. Moi, ça m'a vraiment fait penser
à deux choses en fait, au fait que quand on voyage, mais ça peut s'étendre à la vie tout entière, en réalité, il faut être plus, on peut être certain que ça se passera pas comme prévu. Et forcément, le voyage amène un niveau d'incertitude supérieur à la vie normée quotidienne, et que du coup, s'exposer à ça, c'est finalement créer un système immunitaire, des réflexes, une façon de voir le monde qui nous rend plus agiles, qui nous rend plus capables d'absorber l'imprévu, même quand il arrive du coup dans la vie de tous les jours ensuite. Et donc moi j'ai cette injonction au voyage comme à la fois aller à la rencontre de l'autre, l'autre tellement différent et tellement similaire par ailleurs, et aussi se mettre dans des situations dans lesquelles il va falloir inventer la solution, puisque on l'a pas sous la main en fait, elle n'est pas connue. Quand tu es là et qu'il n'y a plus de taxi possible, puisque ton taxi il est reparti et que tu es loin dans ton appli, il n'y en a pas d'autres qui apparaissent, il n'y en a pas qui apparaissent, eh bien il faut que tu ailles parler à quelqu'un du coin qui t'emmène quelques kilomètres plus loin. Et finalement, il faut que tu ailles t'ailles parler à quelqu'un dont tu ne parles pas la langue, mais qui va, comme dans la plupart des cas, dans les voyages, non pas te détrousser, mais te rendre service, parce que c'est un autre être humain et que ça fait partie de sa culture de de pas laisser l'autre désemparé au mauvais endroit. C'est tout à fait ça. Je vois un autre point qui est aussi une réponse à la grande incertitude, on va dire, globale, macro et peut-être même micro que nous vivons en ce moment. C'est il peut y avoir une tentation ou une tentative d'enfermer la réalité dans des méthodes déjà utilisées, qui ont fait leurs preuves, et pourtant, les temps que nous vivons montrent bien que ces méthodes-là ne sont pas adaptées ou plus adaptées, et donc il faut cultiver autre chose. En complémentaire, évidemment, moi j'aime pas trop les révolutions, mais euh, et ça c'est intéressant aussi. Un jour, les marchés s'effondrent, le lendemain ils reprennent simplement sur trois quatre mots dits par un pantin sur toutes les chaînes internationales. Euh, Comment je réagis par rapport à ça? Quelle est mon attitude par rapport à ça? Est-ce que est-ce que je vais aller chercher la sérénité? Est-ce que je vais aller chercher, euh, est-ce que je vais me complaire dans l'angoisse? Est-ce que je vais chercher des méthodes? Ou alors, je vais me mettre dans une position de vulnérabilité et de sérénité pour pouvoir avancer dans ma prise de décision et pas me laisser influencer justement par ces agitations. Euh, et, 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 je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. En tout cas, moi, je trouve ça très stimulant, paradoxalement. Merci infiniment, c'était passionnant. Et puis continue à nous abreuver de ces images du bout du monde, parce que eh bien, on ne voyage pas tous autant que toi. Et donc du coup, pour tous ceux qui ne bougent pas trop, eh bien, tu es un vent du désert qui fait souffler des grains de sable créatifs dans nos vies. J'ai Euh, vu que Pascal avait une question ou un commentaire. ah, Pascal, Oui, merci. C'était à travers tous les commentaires qu'il y a eu, ce qui me semble important, c'est ce recul. Je veux dire, la bourse, on sait très bien que ça monte et ça descend. Euh, donc, cette notion cyclique, on s'en rend compte parce qu'en fait, on prend du recul, on prend un recul historique. Par contre, c'était pas exactement le même, comment dire, la même démarche lorsque tu te retrouves à une frontière fermée. Cette démarche d'essayer de passer ailleurs, un autre point d'entrée, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et si la frontière avait été réellement fermée, c'est-à-dire que tu seras encore en fait de l'autre côté, tu n'aurais pas pu prendre ton avion. Il y a toujours des solutions. Voilà, ok. Oui, oui, ok, ok. Alors, effectivement, donc là, on se projette dans un avenir positif.
Ou alors on est un fou optimiste. Ça rappelle vraiment des parcours entrepreneuriaux.